Alors, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Université de Mons pour cette nouvelle conférence du cycle Univers. Il n'y a pas très longtemps, on a vu passer une news un peu partout sur Internet qu'on avait redécouvert des catalogues d'astronomie qui étaient un peu oubliés dans des manuscrits qui sont qualifiés de palimpsestes, un truc assez passionnant. On a regardé un peu, puis on a vu que le découvreur de ces catalogues, en fait, il n'était pas loin, il bossait à Paris. Nous, au MUMONS, on est assez branchés histoire des sciences, branchés astro depuis toujours. Donc là, on avait un cocktail absolument dingue. On envoie un petit mail au responsable de la recherche. Il nous dit « Ok, je viens ». Et donc, le voici ce soir, c'est Victor Guisenberg, qui est chercheur au CNRS. Donc, il travaille physiquement à la Sorbonne. Et donc, il vient exprès pour nous parler de cette fameuse découverte et des manuscrits effacés. Alors, Victor, en fait, est spécialiste des langues anciennes. Spécialiste aussi, tu disais, de assyriologie, c'est comme ça que tu dis, voilà. Et donc, il est historien des sciences, l'astronomie est un des volets de ce qu'il fait, et il est aussi spécialiste de la pensée antique, voilà. Donc j'ai eu la chance de papoter un peu avec lui, voilà, moment privilégié. Je pense qu'on va le réinviter régulièrement. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, et Victor, tu es ici chez toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Francesco. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici pour vous parler de deux découvertes, en effet récentes, dans des manuscrits anciens. Et il s'agit de deux découvertes de textes astronomiques qui ont été faites dans des manuscrits effacés. C'est ce qu'on appelle des palimpsestes. J'en dirai un peu plus, mais couramment, on recyclait le parchemin pour... il faut imaginer que donc, le parchemin, c'est pas du papier. Le parchemin, c'est des peaux de bêtes. Donc une double page, ça représente à peu près une bête. Donc un livre, ça représente à peu près un troupeau. Donc on comprend qu'il y avait un intérêt économique évident à recycler ces matériaux. Et donc à certaines périodes, on vivait vraiment une pénurie de parchemin. Et alors on faisait feu de tout bois, on récupérait tout ce qui traînait et dont on n'avait plus besoin. Alors la première de ces découvertes, c'est un texte d'Hipparque, des fragments d'un texte d'Hipparque, on l'appelle souvent Hipparque de Bithynie ou Hipparque de Nicée, un astronome grec du IIe siècle avant notre ère, qui est connu notamment pour sa découverte de la précession des équinoxes. À la précession des équinoxes, c'est un mouvement des étoiles à l'échelle de plusieurs siècles, voire de plusieurs milliers d'années, donc qu'on ne peut pas observer, qu'on ne peut pas vraiment déceler à l'œil nu à l'échelle d'une vie, mais il est le premier à avoir compris que ce mouvement avait lieu. On retient son nom comme vraiment le plus grand astronome grec de son temps. Alors ça, c'est une image que j'aime bien montrer pour commencer, à parler de cette découverte donc, du catalogue d'étoiles d'Hipparque, parce que ça contient tous les éléments, alors qu'en même temps, c'est une image complètement fantaisiste. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça suggère assez bien. Donc on voit cet homme barbu avec d'un côté un globe étoilé sur la droite et de l'autre ce qu'on appelle une sphère armillaire, j'en reparlerai aussi. Donc ce sont ces cercles qui sont enchâssés et qu'on utilisait comme instrument de mesure, un peu à la place d'un télescope. On voit le décor qui est égyptien. En effet, Hipparque a travaillé peut-être en Égypte, mais là aussi c'est très imaginatif. Il est situé peut-être à Alexandrie, mais ça c'est pas du tout une donnée scientifique ou historique certaine. Et enfin, vous voyez donc qu'il est devant le ciel étoilé et il a son compas, il est en train de faire des relevés manifestement de position d'étoiles. Donc ça aurait pu se passer comme ça.
En réalité, la seule iconographie que nous conservions, dit Parc de Bithynie, et je dois dire que bon, il est tellement connu que depuis des siècles, on cherche des vestiges de ce catalogue d'étoiles. On a des références un peu énigmatiques chez Ptolémée, un autre astronome, chez Pline l'Ancien, un encyclopédiste romain, des références. Mais comme on ne trouvait rien de direct dans nos manuscrits depuis des siècles, on pouvait même se poser la question, est-ce que ce n'est pas une exagération ou une invention de dire qu'il aurait vraiment catalogué toutes les étoiles et que ce serait le premier astronome de l'histoire à avoir fait ça. Bon, en termes d'image, vraiment tout ce qu'on conserve, c'est cette pièce. Et bon, il y en a quelques-unes à travers le monde. Évidemment, on frappait la monnaie en série. Et vous voyez donc sur le côté droit de la diapo, un homme barbu, assis. Donc c'est vrai que j'ai un pointeur, je peux l'utiliser. Donc il a une pose un peu de penseur et vous voyez qu'il est en train de contempler un globe posé sur une colonne. Et autour de la pièce, la légende nous indique qu'il s'agit d'Hipparque. Donc en bas de la pièce, ici, on a le début de son nom, Hippa, et ici, on a le nom de sa cité, Nicée. Bon, et comme on en a d'autres de ces pièces, on sait qu'il s'agit de lui. Mais c'est vraiment la seule donnée visuelle, si on veut un peu imaginer qui il était. Je vais en venir à ce manuscrit. Il faut savoir que donc, ce très grand astronome, on a perdu quasiment l'intégralité de ses textes. On en conserve un seul dans des manuscrits, qui était donc bien connu depuis longtemps, et qui parle aussi des positions des étoiles, mais sous la forme d'un commentaire à un poème astronomique qui était célèbre dans l'Antiquité. Donc on se doutait bien qu'il s'était intéressé à cette question de la position des étoiles. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur ce manuscrit? C'est donc un manuscrit. Donc c'est dans ce manuscrit que nous avons eu la chance de redécouvrir les fragments du catalogue d'étoiles d'Hipparque. Vous voyez qu'il comporte deux couches d'écriture. En noir, cette écriture qui vous semble peut-être un peu cursive, c'est le texte qu'on appelle supérieur, donc qui a été écrit après coup, par-dessus un texte effacé qui paraît plus, qui est assez visible à l'œil nu sur cette page, mais qui paraît un peu passé, de couleur un peu plus brune. Donc le texte supérieur ici, on le lit sans difficulté, à condition de connaître une langue qui s'appelle le syriaque, et on sait qu'il s'agit d'un texte d'un moine écrit au Xe siècle environ, et qui s'appelle L'échelle du paradis. Donc il explique des considérations sur la vie monastique et religieuse. Ce manuscrit était très célèbre, le Codex Climacus Rescriptus, depuis plus d'un siècle. Parce qu'il contient, parmi les textes effacés, des textes bibliques très anciens, à la fois en grec, c'est le cas ici, et en araméen. Et donc ça avait intéressé énormément les savants depuis plus d'un siècle, parce que ce serait une version de la Bible dans une langue très proche de celle de Jésus-Christ. Donc ce manuscrit provient du mont Sinaï, en Égypte, d'un monastère qui s'appelle Sainte Catherine, et des Européens y ont voyagé à la fin du XIXe siècle. Ça a retenu toute leur attention. Et donc, aux yeux des Européens, on peut dire que ce manuscrit a été l'objet d'une attention présentée comme une découverte à la fin du XIXe. Et on pouvait déchiffrer des pages entières quasiment de textes, d'autant plus qu'on connaît quand même assez bien le texte de la Bible, donc on pouvait retrouver ça. Il y a une vingtaine d'années, une grande partie du manuscrit a été acquise par le musée de la Bible à Washington, D.C., donc le Museum of the Bible,
qui ont décidé de lancer un programme d'imagerie qu'on appelle imagerie multispectrale pour mieux déchiffrer les textes effacés. Là, vraiment, vous avez une page qui est exceptionnellement facile à lire, disons, mais sur d'autres que je vais vous montrer, on voit quasiment rien à l'œil nu, et pourtant, on sait qu'il doit y avoir du texte. Donc vous voyez que ce manuscrit, aujourd'hui, il est démembré, il est dépecé. À l'origine, il s'agissait d'un livre qui était relié. Bon, la reliure, hein, s'est abîmée, a été détruite au fil des siècles. Et ça a mené à ce que le manuscrit soit dispersé dans diverses collections aujourd'hui. Donc je vous ai parlé du musée à Washington qui en conserve une grande partie. Une autre partie se trouve toujours au monastère de Sainte-Catherine sur le mont Sinaï en Égypte. Et puis quelques pages se trouvent aussi dans d'autres collections. Alors, je vous ai déjà expliqué en somme pourquoi on effaçait les manuscrits de parchemin pour les recycler. Vous vous demandez peut-être aussi comment on procédait à ce travail de recyclage. Il faut imaginer que c'est un processus assez pénible. C'est pas comme la gomme pour le crayon à papier. Il y a dans l'encre et le parchemin un phénomène semblable au tatouage, c'est-à-dire que l'encre pénètre un peu en profondeur dans la peau, et donc pour effacer, il faut vraiment pas y aller de main morte. Ce qui nous arrange d'ailleurs, parce que c'est grâce à ce phénomène aussi qu'on peut récupérer relativement facilement les textes effacés. On a des recettes médiévales qui nous indiquent un peu la marche à suivre pour produire un palimpseste. Donc en général, on laissait tremper le manuscrit dans une solution avec du lait et différents autres ingrédients. On le laisse tremper pendant une nuit, ça prépare l'effaçage. Et puis on utilisait le plus souvent de la pierre ponce pour vraiment poncer la surface du manuscrit. Parfois, on utilisait des lames métalliques plus tôt, mais le plus fréquent, ça semble avoir été la pierre ponce. D'ailleurs, les techniques d'imagerie moderne nous permettent de voir vraiment le geste, de voir les traces du geste d'effacement. On voit donc on peut dire si la personne était gauchère ou droitière. On peut peut-être aussi déceler vraiment des identités de personnes qui ont effacé, parce que certaines faisaient peut-être des gestes plus resserrés et d'autres des gestes plus amples. Donc ça, c'est quelque chose qui nous plonge vraiment dans l'atelier des scribes et des recycleurs de parchemin. Alors, je vous parle de ces manuscrits et de ces techniques d'imagerie. Ici, vous avez une des pages dont je vous ai déjà un peu trahi le secret, mais je vais vous en dire plus dans une minute. Une des pages, donc, avec ces mystérieuses coordonnées d'étoiles. Vous voyez très bien le texte noir qui est en syriaque. C'est ce texte monastique dont je vous parlais. En revanche, sur cette page, le texte effacé n'apparaît pratiquement pas à l'œil nu. On pourrait douter, on pourrait croire que c'était une feuille de parchemin vierge qui a été utilisée pour cette page. Voilà. Alors, je vous ai dit que le manuscrit a fait l'objet d'intenses recherches depuis plus d'un siècle à cause de son texte biblique. Il y a une vingtaine d'années, ce musée américain en a acquis une grande partie et a décidé de lancer un programme d'imagerie multispectrale. Le musée de la Bible était évidemment intéressé par ces textes très anciens de la Bible. Ils ont confié l'aspect philologique, c'est-à-dire l'aspect de l'étude du texte, à un collègue britannique qui s'appelle Peter Williams, qui est un éminent spécialiste de la Bible, chargé donc de déchiffrer vraiment à 100% le texte effacé. Peter a eu la surprise de tomber au milieu des pages de Bible sur un manuscrit astronomique. C'était inattendu.
Bon, ce qu'on sait, c'est que quand on composait des manuscrits palimpsestes, c'est assez fréquent d'avoir des pages recyclées qui proviennent de différents livres. D'ailleurs, on savait déjà que c'était le cas, puisqu'on avait au moins une Bible en grec et au moins une Bible en araméen. Et en fait, on se rend compte que par l'écriture, par la mise en page, il y avait plusieurs Bibles qui ont été réutilisées. Et en plus, de manière un peu inattendue, un manuscrit astronomique. Ce manuscrit, moi j'en avais entendu parler, je me souviens, depuis quelques années, parce qu'on disait qu'il s'agissait d'un manuscrit des phénomènes d'Aratos, un poème très connu dans l'Antiquité, qui est une description du ciel étoilé en vers, et donc que les écoliers grecs et romains étudiaient à côté, par exemple, de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère, donc ça faisait vraiment partie des classiques de la littérature. On disait que c'était un manuscrit d'Aratos avec des illustrations. Donc ça, des manuscrits illustrés qui datent de la fin de l'Antiquité ou du début du Moyen-Âge, c'est quand même très rare. Donc c'est déjà une trouvaille absolument remarquable pour nous, historiens de la science dans ces périodes. Et ce manuscrit avait la particularité d'être une édition un peu de luxe, donc les illustrations en témoignent. Dans ce luxe, il y avait aussi comme des annotations, des suppléments. C'est-à-dire que le poème était découpé en segments. Par exemple, le segment qui décrit la constellation d'Orion, puis le segment qui décrit la constellation. Donc vous avez 20 vers sur Andromède, 20 vers sur telle ou telle constellation. Et juste après chaque section, vous avez un commentaire mythologique. Lui aussi, un texte qui pour nous était très connu, même si c'était exaltant d'avoir un manuscrit aussi ancien de ce qu'on appelle les catastérismes d'Ératosthène. Donc tout ça, c'est ce dont j'avais entendu parler jusqu'en 2021, en mars 2021, où je reçois un mail de Peter Williams, que je ne connaissais pas à l'époque, sauf de réputation, et qui me dit... écoutez, nous avons trouvé des coordonnées d'étoiles dans ce manuscrit. Bon, est-ce que vous pouvez y jeter un œil? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut que je vous montre quand même un peu à quoi ça ressemble. Donc déjà, vous aviez une photo couleur assez classique. Ici, vous avez une image multispectrale et sur celle-ci, vous voyez notamment en haut à gauche que des lettres apparaissent en rouge. Donc j'essaye de les montrer, de les suivre avec le pointeur. Là, vous avez un O, un Y, donc c'est ce qu'on appelle en grec un omicron et un upsilon. Vous voyez des lettres de la ligne d'en dessous. Ici aussi, vous voyez des lettres. Je remarque que le vidéoprojecteur ici est de très bonne qualité parce que j'ai déjà montré ce slide ailleurs et ça ressort un peu moins bien. Mais bon, ça ne se lit pas non plus exactement comme le journal. Et donc, en combinant toutes ces images, on a pu retracer à la main avec des logiciels de dessin sur ordinateur et de manière assez proche finalement de ce que faisaient les copistes du Moyen-Âge, on a pu retracer le texte qu'on superpose ici à une photo couleur. Donc là, j'ai fait un saut en avant dans le temps. Quand, en mars 2021, j'ai été contacté, c'était essentiellement ces lettres-là que j'essaye d'entourer avec mon pointeur, qui avaient retenu l'attention de Peter Williams. Donc on a un M avec un petit rond au-dessus, et ce qui précède, bon, ce sont des lettres avec une barre. Ça, en grec, ce sont des chiffres. Alors, bon, des chiffres, dans un manuscrit astronomique, on pense forcément à des coordonnées ou quelque chose comme ça. Et bon, Peter avait fait une transcription préliminaire et donc on pouvait lire certaines choses. Ensuite, on a continué à travailler parce que quand j'ai vu cette histoire de coordonnées, je dois dire que je suis tombé de ma chaise.
j'ai pris dans la bibliothèque le catalogue d'étoiles de Claude Ptolémée. Claude Ptolémée, c'est un autre astronome dont je vais reparler un peu plus tard, qui vivait au IIe siècle de notre ère, donc 300 ans à la louche après Hipparque. Claude Ptolémée, il a écrit l'Almageste, qui est la grande synthèse sur l'astronomie antique. C'était non seulement un brillant astronome, mais aussi un esprit très systématique qui savait distiller vraiment toutes les théories scientifiques de son temps pour les rendre accessibles aux personnes intéressées. Donc il donne un catalogue avec les coordonnées de toutes les étoiles visibles à l'œil nu à son époque. Et on voyait un peu, on pouvait en tout cas faire des hypothèses sur la constellation dont il s'agissait. On voyait bien que, en quelques minutes, on pouvait se rendre compte qu'il ne s'agissait pas du catalogue d'étoiles de Ptolémée. Donc on avait tout d'un coup un nouveau catalogue d'étoiles sous les yeux. On a travaillé comme ça pendant... c'était donc clair qu'il s'agissait potentiellement de quelque chose de très important. Alors, commencer après les slides, oui. Donc on a déchiffré, comme je vous disais, à partir d'images comme celle-ci. Chacune permet de voir des bouts de texte différents. Et donc par recoupement, on pouvait dessiner un texte qui ressemble à ça. Et on est arrivé à la transcription suivante des 2 pages en question. Donc il s'agit de la constellation de la couronne boréale, qui se trouve dans l'hémisphère nord, dit le texte, et elle s'étend en longueur sur 9 degrés 1/4, depuis le premier degré de Scorpion jusqu'à 10 degrés 1/4 du même signe zodiacal, donc du Scorpion. En largeur, elle s'étend sur 6 degrés 3/4, depuis 49 degrés à partir du pôle Nord jusqu'à 55 degrés 3/4. En son sein, l'étoile à l'ouest de la brillante mène à Scorpion 1/2 degré. Quand il dit qu'une étoile mène, c'est tout à fait standard dans la terminologie astronomique grecque. Ça veut dire qu'elle elle se lève avant les autres. La 4e étoile à l'est de la brillante est la dernière à se lever. Là, on a une lacune. Et puis, donc, il nous donne ensuite des coordonnées d'étoiles d'une autre étoile. Et enfin, la plus au sud est la 3e en comptant vers l'est à partir de la brillante. Et elle est à 55 degrés 3/4 du pôle Nord. Alors, avec des cartes du ciel et des logiciels de planétarium, comme par exemple Stellarium, développé par l'Observatoire de Paris, on pouvait traduire ça. Comment ça se présente après? On pouvait... Oups, désolé. Alors le son va être un peu fort. On pouvait traduire ça. En un tableau de données numériques. Mais je voudrais d'abord vous en dire un tout petit peu plus sur les techniques d'imagerie qu'on utilise pour passer de ça à un déchiffrement et ensuite à une interprétation historique. Donc ça, c'est un exemple de caméra multispectrale. Bon, c'est un équipement qui court pas les rues, mais le principe est le même qu'une caméra digitale comme vous avez sur vos smartphones. Donc vous avez ici un capteur qui est extrêmement sensible, il a une dynamique très élevée. Certains capteurs maintenant ont aussi des systèmes de réfrigération pour limiter le bruit et permettre des temps de pause plus importants. Et puis vous avez des sources de lumière qui illuminent successivement à différentes longueurs d'onde. Vous en avez de chaque côté. Vous en avez aussi sous le manuscrit. Donc ça, c'est le manuscrit. Vous avez des planches de lumière sous le manuscrit qui permettent d'éclairer par transparence. Et ça a une certaine importance aussi.
L'autre aspect qui, moi, me plaît énormément, c'est qu'on travaille vraiment de manière très collaborative et réellement interdisciplinaire. Donc ça, c'est une équipe typique d'imagerie multispectrale. Je ne sais plus combien on est sur la photo, mais une quinzaine, avec des photographes, des ingénieurs, des physiciens, parfois des chimistes, des spécialistes des manuscrits anciens, des historiens. Donc c'est vraiment très stimulant et très convivial de travailler dans un cadre aussi collectif. Alors je ne sais pas par rapport au son. Ici, je voudrais vous montrer des extraits d'un documentaire qu'a réalisé le CNRS, juste pour voir la caméra en action. Donc je vais essayer de lancer le... Et puis si je vois que ça casse les... Les chercheurs ont installé pour 4 semaines un dispositif d'imagerie multispectrale sur mesure, capable de révéler Donc bon, c'est une séquence très brève, hein, mais vous voyez comment la caméra opère finalement, hein, donc en éclairant à différentes longueurs d'onde. Et il y a juste un autre petit extrait. So we would start from ultraviolet and then take one picture and then move through the visible spectrum that our eyes can see until we reach infrared. And then we can take every picture with a different color. That allows us to analyze information that we would not be able to see with our own eyes. Bon, et puis vous voyez manipulées avec une attention toute particulière. Près de 500 pages vont ainsi être numérisées pendant cette campagne. It is often said between scholars that the age of discovery is done and it's past us, but with this new technology. Voilà, ça c'est un des photographes avec qui on travaille, Damianos, qui dit que l'âge des grandes découvertes de texte n'est pas fini grâce à ces nouvelles technologies. Vous voyez, bon, l'enjeu aussi qui est de manipuler ces manuscrits très anciens et très fragiles à cause de l'effacement. On les manipule avec un soin tout particulier. Et puis vous avez eu une petite idée de ces caméras qui ne courent pas les rues. Donc il y a cet aspect de la capture des données. Ensuite, vous avez une étape qui est vraiment indispensable, qui est le traitement des données multispectrales. Là, c'est donc un traitement informatique. On utilise différents algorithmes. Souvent, on utilise des algorithmes statistiques comme l'analyse de composants principaux, PCA, ou des choses comme ça, qui ont été souvent développées dans le domaine de la géo-observation, par exemple, et que nous, on récupère quelque part pour une application assez différente. Et on a des logiciels comme ce logiciel Hoku développé par Keith Knox qui est libre il est libre d'accès et à source ouverte, et donc il permet à des personnes qui seraient intéressées de créer leurs propres algorithmes de façon très puissante et très simple. Donc je dis toujours ça, hein, si dans le public ou autre, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ce genre d'approche, on peut tout à fait aussi, dans une démarche un peu participative, mettre des jeux de données à disposition pour jouer et éventuellement arriver à des résultats scientifiques nouveaux. Donc cet aspect du traitement d'image, il est vraiment crucial. Si vous prenez ce qui sort de la caméra, en général, vous n'en voyez pas plus qu'à l'œil nu. Par contre, si vous trouvez le bon truc, vous pouvez tout d'un coup avoir une page où on ne voit absolument rien et on peut la lire tout d'un coup à 100%, comme... ça implique de connaître la langue et tout, mais vraiment, on assiste à des miracles. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être le domaine dans les approches d'imagerie multispectrale qui est le plus... où ça bouchonne le plus, parce que parfois, il faut passer une semaine ou deux sur une page pour trouver la bonne approche. Et vous imaginez bien, là, par exemple, dans le petit clip, on parlait d'une campagne d'imagerie où on a numérisé 500 pages. Donc ça c'était en 4 semaines à la BNF en juin dernier. 500 pages, s'il faut passer une semaine par page pour les traiter, on n'est pas loin de 10 ans de travail. Et 500 pages, c'est une goutte d'eau dans l'océan des manuscrits palimpsestes et endommagés. Il y a littéralement des milliers de manuscrits qui attendent encore qu'on découvre leur contenu et qui peuvent contenir des choses
tout à fait invraisemblable comme ce catalogue d'étoiles. Alors, les découvertes ont continué et elles continuent encore. Par exemple, sur d'autres pages, on sait qu'on trouve des coordonnées, mais on n'a pas encore les images suffisamment bonnes pour déchiffrer vraiment, pour savoir si c'est 52 ou 64 degrés, etc. Donc là, on attend de pouvoir notamment réaliser des nouvelles images et potentiellement des progrès aussi dans les méthodes de traitement dont je vous parlais. Vous avez ici, par exemple, un exemple d'illustration. Donc ça, c'est la constellation dont on parlait. On voit donc la couronne boréale qui est dessinée ici. Et bon, on peut comparer après avec d'autres manuscrits. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu difficile à discerner. Bon, pour en revenir au texte que je vous ai montré, en fait, on a combiné ce texte avec un texte qui était déjà connu, qui s'appelle Aratus, qu'on appelle Aratus Latinus. Et en fait, c'est une traduction latine d'un manuscrit très semblable à celui qui a été recyclé dans le palimpseste dont je vous parle. Et ça, c'est un manuscrit parmi d'autres de l'Aratus Latinus. Et en fait, dans cette traduction latine, on voit qu'ils ont traduit un manuscrit comme celui, comme le grec que je vous ai montré, c'est-à-dire avec le poème, les éléments mythologiques et les éléments de coordonnées d'étoiles. Donc, ils ont traduit, et puis assez rapidement, au bout de 3 constellations, comme ils ne comprenaient pas grand-chose, ils ont arrêté de traduire dans l'Aratus Latinus les coordonnées d'étoiles. Mais donc, pour 3 constellations, à savoir la Grande Ourse, la Petite Ourse et le Dragon, on a pu aussi retrouver les constellations, les coordonnées des constellations. Et ainsi, on est abouti à un ensemble de données qui nous permettait de dire un certain nombre de choses avec un certain nombre de choses nouvelles sur le catalogue d'Hipparque. Parce que pour l'instant, si vous avez suivi jusque-là, vous vous dites peut-être, mais il nous parle d'Hipparque, mais à aucun moment il est question d'un astronome dans le texte que je vous ai montré. Il est juste question, bon alors il faut quand même que je revienne en arrière, il est juste question d'une constellation et on sait pas, bon, on a des coordonnées, mais on n'a aucune idée d'où ça sort. Alors, sur ce texte grec, il y a un certain nombre d'indices qui nous renseignent sur l'auteur. Donc je vous ai dit déjà que ça ne peut pas être Claude Ptolémée, puisque les coordonnées sont différentes de celles indiquées par Ptolémée. Donc ça, vous pouvez le vérifier facilement. Surtout, dans la langue du texte, il y a des façons de s'exprimer qu'on retrouve dans ce qu'on a conservé d'Hipparque. Il y a notamment cette façon de... alors en grec, c'est le verbe epekei. Cette façon d'indiquer les coordonnées par rapport aux constellations du zodiaque. Donc s'il nous dit que c'est le 1er degré du Scorpion, par exemple, c'est ce qu'on va traduire par... c'est ce qu'on va traduire par 210 degrés, parce qu'en fait, chaque constellation du zodiaque occupe 30 degrés
du cercle zodiacal. Et donc, le Scorpion, c'est la 8e constellation, pour ainsi dire. Et donc, on fait 7 x 30, 210. Et le premier degré du zodiaque, c'est le degré 210 plus 1 ou plus 1,5. Ensuite, à mesure qu'on déchiffrait ce texte, la question qui se posait, c'était de savoir si le référentiel des coordonnées était un référentiel équatorial ou un référentiel qu'on appelle écliptique. Désolé pour les mots un peu barbares, mais si vous voulez, c'est relativement simple à comprendre. Soit le point de départ, c'est l'équateur du ciel, soit le point de départ, c'est un autre cercle dans le ciel qu'on appelle l'écliptique ou le zodiaque. Et donc, pour compter, on a un point de départ. Là, on est sur une sphère, mais vous auriez la même chose avec l'axe des X et l'axe des Y pour une courbe. Donc, Ptolémée utilisait un système de coordonnées écliptiques. Et a priori, sans en savoir plus, en trouvant un nouveau catalogue, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit aussi dans le système écliptique. Parce qu'on pourrait imaginer qu'ils ont tous fait un peu de la même façon. Alors, c'est uniquement en tâtonnant, parce que parfois, on n'avait pas encore tout déchiffré, et puis on tâtonnait, on comparait aussi avec le texte latin dont je vous parlais, on se disait, bon, là, ça pourrait coller pour le 3e siècle. Enfin, je dis un peu au hasard, hein, je ne me souviens plus de toutes les étapes, toutes les erreurs par lesquelles on est passé, parce que c'était ça, d'interpréter ce texte, c'était vraiment de tâtonner dans le noir jusqu'à arriver à quelque chose qui rende compte de tout ce qu'on avait pu déchiffrer. Bon, ça pourrait coller pour tel siècle. En coordonnées écliptiques, ça collerait pas trop mal, mais bon, on voit qu'il y a quand même des écarts significatifs par rapport à ce que devraient être les constellations. Donc, c'était uniquement grâce à ces calculs de précession des équinoxes, dont je dis ces calculs que je dois vous expliquer, qu'on pouvait essayer de situer les coordonnées dans le temps. Donc il y a un phénomène qui s'appelle la précession des équinoxes, qui fait que les étoiles, pour ainsi dire, bougent au fil des siècles. Et donc on peut utiliser ce phénomène pour voir si ça correspond plutôt à moins 300, ou plutôt à l'an 0, ou plutôt à plus 500. Et donc au début, on tâtonnait vraiment dans le noir, on avait beaucoup moins de coordonnées que ça, et on essayait de restreindre la fourchette chronologique. Et par ailleurs, on avait donc des arguments un peu linguistiques qui pouvaient nous faire penser à Hipparque. Après, ce qui s'est passé de très important, c'est que cette coordonnée-là, donc le fait que alpha de la petite ours soit à 12 degrés et 24 minutes du pôle Nord, ça, on l'a retrouvé dans une citation. Donc il y avait un passage de Claude Ptolémée où il cite vraiment Hipparque et il dit « Selon Hipparque, cette étoile, elle est à 12 degrés 24, c'est-à-dire 2/5 du pôle Nord. » Donc ça, c'était aussi un indice très fort. Donc finalement, on avait 3 types d'indices qui convergeaient pour attribuer ces fragments de catalogue d'étoiles à Hipparque. On a cet argument que j'appelle philologique, donc la citation par Ptolémée qui correspond exactement à ce qu'on trouve nous. On a l'argument astronomique qui est le calcul de la précession des équinoxes et de dire, en fait, finalement, si on admet que tous les chiffres, ça correspond à des coordonnées équatoriales et pas écliptiques, alors ça colle très bien pour l'époque d'Hipparque, c'est-à-dire pour environ moins 150 ou moins 120. On n'est pas à ça près pour la précession des équinoxes. Et enfin, le 3e argument, qui est l'argument un peu linguistique, donc des façons de s'exprimer qu'on retrouve dans le texte conservé d'Hipparque dont je vous parlais au début, donc dans son commentaire au phénomène d'Aratos. Donc, par la convergence de ces trois faisceaux d'indices,
on peut vraiment affirmer avec certitude que les coordonnées proviennent du catalogue d'étoiles d'Hipparque. Ils correspondent très bien à son époque. On a une citation extérieure qui confirme l'une des coordonnées, et puis la façon, les conventions de langage qu'il emploie sont typiques de sa manière de s'exprimer dans d'autres textes. Une fois qu'on a ça, on peut dire des choses très intéressantes sur la manière dont travaillaient les astronomes de l'Antiquité. Pourquoi ? En fait, on peut faire deux observations qu'on ne pouvait pas faire avant d'avoir ces données nouvelles. D'abord, on peut observer que le catalogue d'étoiles d'Hipparque, pour toutes les coordonnées qu'on a retrouvées, il est exact à 1 degré près. Il est exact à un ordre de degré, à un ordre de grandeur d'1 degré. Et ça, c'est assez remarquable parce que le catalogue de Ptolémée qu'on avait déjà, il est souvent exact de l'ordre d'1 degré, mais il contient parfois des erreurs de plusieurs degrés. Et donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose de dire on est exact à l'ordre d'1 degré, c'est-à-dire on est aussi exact qu'on peut l'être à l'œil nu. Et il faut bien se rappeler que les astronomes antiques, ils n'avaient pas d'optique grossissante, donc ils n'avaient pas de télescope ou de lunettes astronomiques. Et quand ils observaient, c'était essentiellement à l'œil nu. Donc ils ne pouvaient pas dépasser un certain niveau de précision. Mais dans ce qu'on a retrouvé jusqu'à aujourd'hui du catalogue d'Hipparque, on voit que vraiment il avait la meilleure précision qui était possible. Alors, il y a une nuance à apporter. C'est que pour l'instant, on a seulement quelques coordonnées. Il y a environ 1 millier d'étoiles visibles à l'œil nu. Donc, ce qu'on a retrouvé, c'est une toute petite partie du catalogue. Il est possible qu'en continuant le travail, si on a des nouvelles images, par exemple, il est possible que cette précision vraiment remarquable, finalement, soit nuancée et qu'on se rende compte qu'il commettait aussi des grosses erreurs parfois. Mais pour l'instant, on doit quand même se poser la question, comment est-ce qu'un astronome qui travaillait à l'œil nu pouvait avoir un tel niveau de précision ? Par exemple, une façon d'améliorer la précision, c'était d'avoir des instruments de très très grande dimension. Ça, c'est notamment ce qu'a fait l'astronome Tycho Brahe, juste avant, enfin, c'est un peu, si on veut, le dernier astronome à avoir observé principalement à l'œil nu. Et vers la fin de sa vie, on commence et juste après sa mort, on commence à voir apparaître les télescopes, et donc ça change évidemment la manière de travailler. Et Tycho Brahe, il avait sur son île des instruments vraiment énormes qui lui ont permis de faire aussi un catalogue d'étoiles d'une précision remarquable à l'œil nu. Une autre façon d'être aussi précis, c'est de multiplier les observations pour faire une moyenne et réduire les erreurs par la méthode des moyennes. Ce qui implique, là, si on imagine déjà d'observer 1000 étoiles, bon, s'il faut les observer 3 ou 4 ou 5 fois, c'est vraiment un travail considérable et ça force à supposer, on est obligé de supposer que Hipparque avait toute une équipe, peut-être d'ailleurs des esclaves, peut-être des collaborateurs libres, mais en tout cas, pour atteindre un niveau de précision comme ça, ça implique vraiment l'effort sur un temps très long, probablement d'un collectif d'astronomes. Voilà, donc ça c'est sur la précision d'Hipparque. Et l'autre conclusion importante qu'on peut tirer de ces données, c'est sur la comparaison avec Claude Ptolémée. Donc Claude Ptolémée, il travaillait plusieurs siècles après Hipparque, et le pauvre, il est soupçonné depuis longtemps d'avoir été un plagiaire. C'est-à-dire qu'on soupçonne que son catalogue d'étoiles, en fait, c'était simplement recopié à partir d'Hipparque, et il a ensuite juste
ajusté pour le phénomène de précession des équinoxes. Donc il a juste fait un petit décalage temporel. Pourquoi c'est du plagiat? Parce que pourquoi on l'aurait accusé de plagiat? Parce qu'à aucun moment Ptolémée ne dit « j'ai repris le catalogue de mon prédécesseur ». Donc, pour une des figures tutélaires de la science, c'est quand même gênant d'avoir cette casserole. Maintenant qu'on a au moins une partie des deux catalogues, on peut simplement comparer et voir s'il a recopié. Donc c'est le sens des deux dernières colonnes du tableau où en fait on a converti donc on a converti les coordonnées dans le même système de coordonnées, écliptique ou équatorial, et en faisant une soustraction, eh bien on voit si le résultat est très proche de 0, ça veut dire qu'on avait les mêmes coordonnées. Donc vous voyez par exemple qu'ici, il y a 2 minutes, donc 2 soixantièmes de degré de différence. Bref, c'est la même chose. Dans un cas comme ça veut dire que Ptolémée, dans l'Almageste, a effectivement copié le catalogue de son prédécesseur Hipparque. Il a repris exactement la même valeur. Il a dit que l'étoile delta de la couronne boréale était à la même distance du pôle Nord que ce qu'avait déjà dit Hipparque. Mais Ptolémée, donc c'est clair qu'il a fait ça. Parfois, il a recopié son prédécesseur. Mais dans d'autres cas, il y a un écart vraiment significatif, plus d'1 degré. Ce qui signifie, si on traduit en bon français, que, par exemple, pour cette étoile alpha de la petite ours, Ptolémée a, au contraire, utilisé d'autres données. Il n'a pas utilisé Hipparque. On ne sait pas lesquelles, d'ailleurs, et ça, je paierai cher pour le savoir. Est-ce que Ptolémée avait d'autres catalogues d'étoiles dont on ignore absolument tout, mais ce serait possible? Ou bien est-ce que ce sont ses propres observations? Ce serait tout aussi intéressant. Eh bien, on ne sait pas, mais en tout cas, il apparaît que le catalogue d'étoiles de Ptolémée, c'est une compilation. Il a pris plusieurs sources de données et on ne sait pas comment, mais il a décidé que, ben voilà, pour delta de la couronne boréale, Hipparque, c'était correct. Donc, je vais garder les données d'Hipparque. Et ailleurs, il a pris d'autres données. Et ça, c'est en fait une méthode scientifique irréprochable. Bon, on aimerait savoir plus en détail comment il a procédé, mais en tout cas, à ce niveau-là, il n'y a rien à redire. Et donc, on a vraiment un aperçu dans l'atelier, ou si on veut, dans l'observatoire des astronomes, pour savoir comment est-ce qu'ils travaillaient. Et pour voir que, bon, finalement, il y avait une part d'observation, comme on imagine l'astronome dans son observatoire, et il y avait aussi une part d'analyser les données de ses prédécesseurs et potentiellement de les réutiliser. Donc, on voit des choses qui sont de l'ordre de la méthode scientifique, avec un niveau de résultat qui est très impressionnant vu les moyens technologiques dont il disposait. Voilà ce qu'il en est du catalogue, de l'analyse de ce tableau. Bon, alors juste pour situer un tout petit peu plus ce personnage d'Hipparque, on a vraiment très peu de données biographiques. C'est pas pour rien que plus de la moitié de cette diapo est vide. On sait où il est né, on ne sait pas à quelle date. On a des observations qui sont datées, donc on peut dire que au plus tard, en 158 avant notre ère, il avait commencé à travailler comme astronome. D'ailleurs, c'est intéressant que cette observation-là, elle est connue depuis 2014. C'est une collègue belge, Anne Tillon, qui a édité le papyrus avec un collègue français, Jean-Luc Fournet, donc un papyrus qui est au Caire, en Égypte, dans lequel on a appris l'existence d'une observation d'Hipparque en 158. Donc ça aussi pour vous donner l'idée
bon, en fait, on fait souvent des découvertes sur l'Antiquité, sur l'histoire des sciences, sur l'histoire de la philosophie, sur toute l'histoire de l'Antiquité. C'est vraiment un domaine scientifique dans lequel on fait des découvertes régulièrement. On n'est pas en train de répéter les mêmes choses depuis un siècle. Et puis donc, voilà, vous pouvez retenir que sur la vie d'Hipparque, on ne sait toujours pas grand-chose quand même. Hein. On ne sait d'ailleurs pas précisément où il travaillait. Mais il a une liste de réalisations scientifiques très impressionnante. Et on doit quand même se demander pourquoi est-ce qu'il a entrepris de composer ce catalogue d'étoiles. Comment ça s'intègre dans tout ce qu'il a fait. Donc, bon, on sait c'est un des pères fondateurs de la trigonométrie, sans doute pour travailler justement dans l'astronomie, puisqu'on a affaire à une sphère. Donc, il a composé une table des cordes, c'est-à-dire une fonction de trigonométrie sphérique. Bon, il a fait de la combinatoire. Il a proposé une théorie, donc un modèle des mouvements solaires et lunaires. Il a étudié aussi des questions sur la dimension du système solaire et du Soleil et de la Lune. Il a étudié les éclipses. Il a essayé de déterminer la précession des équinoxes, donc les mouvements des étoiles sur des siècles. Il a travaillé à mathématiser la géographie. Il a aussi contribué dans le domaine de la météorologie, de l'optique, de l'astrologie. On a proposé qu'il disposait aussi déjà d'une théorie de la gravitation assez avancée, même si sur ce point, on a finalement peu de témoignages vraiment concrets. Donc, finalement, quelle est la signification historique de ce catalogue d'étoiles ? Jusqu'à présent, on n'était pas sûr qu'il ait existé. En tout cas, on ne l'avait jamais eu sous les yeux. Maintenant, on sait que Hipparque a bien fait un catalogue d'étoiles. On sait que Pline avait raison, Pline l'Ancien, quand il disait Hipparque a fait un catalogue de toutes les étoiles visibles à l'œil nu. On commence à en retrouver aujourd'hui des fragments. D'ailleurs, c'est assez incroyable. Enfin, il y a quelques mois, une collègue italienne a aussi publié un papyrus qui contient d'autres extraits du catalogue d'étoiles d'Hipparque. Donc, non seulement on peut en trouver dans ce palimpseste, et on sait qu'il y en a encore à découvrir, mais il y en a aussi dans des papyrus. Donc, les papyrus, c'est un autre support d'écriture qui est bien conservé dans les zones désertiques comme en Égypte et dans lesquelles on n'arrête pas de trouver des nouvelles choses. On sait que ça existait. Et déjà, c'est un témoin très important. Donc ça, c'est la signification historique de ce catalogue. C'est un témoin très important de la naissance de la science comme entreprise, comme tentative pendant des siècles et jusqu'à aujourd'hui de rendre compte de la nature de manière quantitative et mathématique. Donc là, on a vraiment un pas en avant dans cette direction parce que quelqu'un se dit je vais essayer de quantifier les positions de toutes les étoiles que je vois à l'œil nu. Et peu importe si ça me prend toute une vie, je vais faire de mon mieux. Et il s'en sort plutôt pas mal. Donc ça, c'est quand même remarquable de voir sur la très longue durée se développer. Et maintenant, on voit quand même tous les résultats que ça a produit depuis cette aventure humaine de la science. Et qui plus est, le catalogue d'étoiles, pour l'entreprendre, c'est ce que nous dit Pline, et je pense que c'est vrai. Au fond, pourquoi il s'est lancé là-dedans, Hipparque ? Au-delà du fait que c'est très beau de pouvoir dire la position de toutes les étoiles, il y a quand même une vraie beauté de ça, et c'est une belle aventure. Mais dans tous les modèles de l'univers qu'on avait avant lui, on supposait que le ciel était composé d'une sphère
d'étoiles fixes. Donc il y avait une sorte de coque autour de nous, peut-être à des distances faramineuses, mais l'univers était enclos par une sphère, une coque, et les étoiles étaient un peu fixées dans cette coque. Il y a des textes qui parlent même du fait qu'elles sont clouées, donc c'est très concret. Et donc, Hipparque, en découvrant la précession des équinoxes, et en étant en tout cas le premier à essayer de la quantifier numériquement, il remettait déjà en cause ça, parce qu'il montrait que les étoiles n'étaient pas complètement fixes. Et Pline l'Ancien nous dit qu'Hipparque cherchait aussi à voir si des nouvelles étoiles pouvaient apparaître. Et il aurait même assisté à la naissance d'une nova, donc d'une nouvelle étoile. Ça n'arrive pas très souvent, mais il aurait remarqué une nouvelle étoile. Et on sait qu'elle a eu lieu parce qu'en même temps, en Chine, les textes chinois enregistrent l'apparition d'une nouvelle étoile pendant la vie d'Hipparque. Et il se serait aussi interrogé, toujours d'après Pline l'Ancien, sur ce qu'on appelle le mouvement propre des étoiles. C'est-à-dire que la précession des équinoxes, ça entraîne toutes les étoiles dans une certaine direction. Mais elles peuvent aussi avoir des mouvements propres. C'est-à-dire que l'étoile A, elle va bouger par rapport à toutes les autres. Donc si vous voulez, quand vous voyez la constellation de la Grande Ourse, les étoiles, elles sont toujours exactement au même endroit les unes par rapport aux autres. Mais Hipparque s'est posé la question, et aujourd'hui la science dit oui, bien sûr. Est-ce que, à l'échelle d'une vie ou plus, est-ce qu'elles peuvent bouger un peu? Et on sait bien sûr que oui. Donc en fait, ça c'est une vraie révolution scientifique de dire de faire ce catalogue d'étoiles pour démontrer que le modèle cosmologique de la sphère des étoiles fixes et d'un monde qui est clos, ça ne tient pas la route. Et que, en fait, ce que ça implique, c'est que l'univers est infini, que donc la question des dieux, par exemple, elle est complètement renouvelée, parce que si l'univers est infini, enfin, tout est possible. Donc c'est vraiment ça qui découle de ce travail de catalogage des étoiles. Hipparque donc avait anticipé la possibilité d'un monde infini. Ce qui est beau aussi, je trouve, c'est que Hipparque a fait ce catalogue, mais il ne pouvait pas en récolter tous les fruits. Par exemple, pour mesurer les mouvements propres des étoiles, il fallait attendre plusieurs siècles. Donc lui, il avait fait un travail pour les générations futures, pour que, par exemple, un Ptolémée ou un astronome arabe ou un astronome de l'époque moderne puisse faire son propre catalogue et constater « Ah, là, on a une nouvelle étoile. Là, telle étoile, elle s'est décalée d'un demi-degré. » Ce genre de choses. Donc, il y a aussi cette capacité de se projeter dans vraiment la science sur le très long terme. Donc, il avait anticipé cette possibilité d'un monde infini. Et donc, c'est quand même intéressant de resituer ça par rapport aux révolutions scientifiques de l'astronomie moderne, de Kepler, de Copernic, de Galilée, de Newton. Il faut quand même rappeler que l'Antiquité avait déjà des systèmes héliocentriques qui permettaient de rendre compte, donc avec le Soleil au centre du monde, au centre du système solaire, qui permettaient de rendre compte de tous les mouvements des planètes. Donc l'idée, un peu tarte à la crème, qu'on croyait que la Terre était au centre du monde, c'était plus compliqué que ça. L'idée que l'univers est infini, on la trouve donc dès l'Antiquité. Et la troisième grande révolution scientifique de l'astronomie moderne, c'est la gravitation, la théorie de la gravitation de Newton. Là aussi, on a des témoignages qui indiquent que, au moins dès l'Antiquité, on y réfléchissait, même si c'est difficile de dire à quel point c'était des théories scientifiques abouties et concrètes, et pas seulement des réflexions. Donc,
si on veut voir un peu le niveau de la science antique et essayer de comparer avec la science moderne, on voit que le décalage n'est pas si important. D'ailleurs, ça a été bien montré que les Newton, les Copernic et tous les autres, c'était aussi des humanistes qui fonctionnaient par la lecture des textes de l'Antiquité, des textes du passé. Et souvent, leurs idées, elles venaient à la fois d'une réflexion scientifique et d'une étude des textes du passé. Et donc, ça a clairement été une de leurs sources d'inspiration et il y a une forte continuité entre les deux. Alors, ce qui est une des chances qu'on a eues, c'est que presque en même temps que la découverte du catalogue d'étoiles, on a découvert un autre texte astronomique dans un autre palimpseste. Donc cet autre texte avait été effacé de la même façon pour le recyclage. Il se trouve aujourd'hui à Milan, dans la Bibliotheca Ambrosiana. C'est un manuscrit qui a transité par un monastère qui pour nous est très célèbre, qui s'appelle le monastère l'abbaye de Saint-Colombin à Bobbio. C'est un site qui est très joli. Et il se trouve qu'ils ont fabriqué beaucoup de palimpsestes à Bobbio. Sans doute qu'il manquait particulièrement de parchemins. Et ils avaient accès à beaucoup de beaux manuscrits en Italie du Nord. Donc, il restait plein de choses de l'époque de l'Empire romain qui ne demandaient qu'à être recyclées. Et donc, on a découvert un texte qui décrit cet instrument de Ptolémée. C'est un texte de Ptolémée qui décrit donc une sphère armillaire. C'est un système de cercles qui sont enchâssés, qu'on peut disposer de différentes façons et qui sert à effectuer à peu près toutes les mesures astronomiques possibles et imaginables. Alors, ça revient à les faire à l'œil nu au sens où on n'a pas de lentilles grossissantes. Mais c'est donc la première fois qu'on a un texte de l'Antiquité qui nous donne vraiment un mode d'emploi, une notice de montage et un mode d'emploi d'un instrument scientifique. Il faut bien voir qu'on a conservé finalement assez peu d'instruments scientifiques de l'Antiquité. On a conservé des cadrans solaires parce que c'est massif, c'est en pierre. Mais à part ça, des instruments d'observation, on n'en a quasiment pas. Donc c'est très précieux d'avoir ce genre de texte. Donc je vais vous en dire un petit peu plus, même si finalement j'ai parlé plus longtemps que j'avais prévu du catalogue d'étoiles. Ça, c'est donc une image photo assez conventionnelle du manuscrit. Donc il s'agit d'un palimpseste. Celui-ci, il est encore relié et il n'a pas été dispersé aux quatre coins du globe. Il a moins voyagé. Par contre, il y a une autre difficulté, c'est qu'au XIXe siècle, les chercheurs ont badigeonné le manuscrit de produits chimiques. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Ça marchait pas mal d'ailleurs. Il faut bien dire que, de toute évidence, ça leur permettait de mieux lire le texte qui avait été effacé sur le moment. Mais déjà au bout de quelques semaines, le manuscrit était dans un état bien pire qu'avant. Et malheureusement, la réaction chimique continue jusqu'à aujourd'hui et il est impossible de l'arrêter. Donc il s'agit de manuscrits qui sont vraiment en danger de mort. Et là, il n'y a pas seulement un enjeu de recherche scientifique, mais vraiment de conservation et de préservation d'un patrimoine culturel de l'humanité. Souvent, il s'agit, dans ces textes effacés, du seul exemplaire d'un texte. On a par exemple le seul exemplaire de la République de Cicéron, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie antique, qui est à peu près dans un état semblable. Et donc vous voyez dans les marges la couleur normale du parchemin, et partout où il y a du texte, ils ont badigeonné, et donc ça a une couleur qui n'est pas une couleur de parchemin, très foncée. Alors là, vous avez une image multispectrale parmi d'autres qui fait mieux ressortir le texte effacé. Le texte effacé se trouve entre les lignes. Donc en fait, le texte, ils ont réécrit à l'envers. Hein. Donc là, je vous ai mis dans le bon sens pour lire le texte effacé. Et par contre, le texte latin qui est par-dessus. Alors par-dessus, c'est une œuvre du pape Grégoire.
en latin. Donc c'est assez marrant. D'ailleurs, à nouveau, on voit que ce sont des langues aussi qui cohabitent. Tout à l'heure, c'était du syriaque sur du grec, et là, c'est du latin sur du grec. Sur cette image, ça fait ressortir mieux. Et donc, là, une autre image qui fait ressortir d'autres éléments du texte effacé, et encore une autre. Et ici, notre tentative de dessiner, il y a encore quelques trous sur ce passage. Alors, comment dire ? Juste pour vous expliquer, donc il s'agit d'un texte, encore une fois, où l'auteur n'est pas indiqué. Il devait être indiqué au début, mais on a perdu le début. Là aussi, on a dû faire un raisonnement pour déduire qui était l'auteur. Donc on voit bien que c'est un texte qui parle de cet instrument, qu'on a pu reconstituer au fur et à mesure du déchiffrement. Alors, on a d'ailleurs un tout petit peu évolué sur la position de certains anneaux par rapport à certains autres depuis cette publication, parce que pour le coup, là, c'est un déchiffrement qui est vraiment en cours. Et hier, pas plus tard qu'hier, on a reçu des images incroyables d'une des pages où on passe de peut-être 25% du texte qui est lu à... je pense qu'on est déjà à 60% et on sait qu'on va arriver au moins à 75%. Et avec un peu de chance, on peut viser les 100%. Il y a 2 semaines, on est passé sur une page de 50% à 100%, comme ça en quelques jours, parce qu'on a eu une nouvelle image et parce qu'on a aussi travaillé toute la semaine ensuite pour la déchiffrer. Donc cet instrument-là, on a pu le reconstruire. On voit donc que ça parle d'une sphère armillaire, comme on les appelle, à 9 anneaux. Qu'il y ait 9 anneaux, c'est important, parce qu'on sait que Ptolémée, l'astronome, il se vante d'avoir inventé lui-même une sphère à 9 anneaux qui peut tout faire. Et donc, dans notre texte, on voit qu'il y a 3-4 pages qui portent sur le montage. Donc vraiment, c'est des indications très concrètes. Vous faites des anneaux qui ont une épaisseur de temps, et puis l'anneau numéro 3, vous l'attachez sur l'anneau numéro 4 de telle manière, et puis vous dessinez des petites graduations. Alors on n'a pas mis les graduations là sur le dessin, mais il faut qu'elles soient de telle épaisseur, les graduations, etc. Donc c'est vraiment une notice de montage. Et puis après, on a des questions-réponses. Comment est-ce que je peux mesurer l'obliquité de l'écliptique? Alors c'est un paramètre astronomique. Il nous explique comment je peux le mesurer. Et c'est intéressant d'ailleurs de dire que l'obliquité de l'écliptique, c'était un paramètre qui était très bien connu, on n'avait plus besoin de le mesurer. Cet instrument, il ne permettait pas de mieux le mesurer, mais par contre, il permettait de montrer à des étudiants, voilà comment on est arrivé à ce résultat. Donc c'était à la fois un instrument de recherche, il permettait vraiment de faire avancer les mesures sur les planètes ou sur des choses comme ça, mais aussi un instrument de pédagogie, d'enseignement, pour reproduire les connaissances qu'on avait déjà. Donc, retenez l'idée que c'est à la fois, on a une introduction qui est la notice de montage, et ensuite on a des questions-réponses, des petits chapitres d'une page, qui sont des modes d'emploi. Alors, pourquoi on dit que c'est de Ptolémée? Bon, il n'y a pas trop de candidats pour aller vite, pour faire quelque chose de ce niveau. Il y a quelques astronomes qui auraient pu. Bon, alors déjà, il y a quelque chose, c'est que sur d'autres pages de ce même manuscrit, on savait déjà que c'était un manuscrit de Ptolémée qui a été réutilisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est penché sur ce texte, parce que on voulait savoir, donc c'est le seul exemplaire de Ptolémée sur l'analème. C'est des questions très techniques de cadran solaire, de comment on dessine les traits sur un cadran solaire. Et donc on voulait voir si... donc ça, ces 12 pages, on savait déjà de quoi il s'agissait, mais on avait 12 pages qui, jusqu'en 2020, on ne savait pas du tout de quoi ça parlait. Et puis ils ont réutilisé un autre manuscrit qui parle de mathématiques, qui est aussi très intéressant. Mais donc là, ce qui est indiqué comme Ptolémée sur le météoroscope, vous pouvez compter, il y a 12 pages, et on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Là, maintenant qu'on l'a déchiffré, on voit que c'est exactement la même écriture, la même mise en page et tout, que
ce Ptolémée sur l'analème. Donc, ça vient du même livre. Ils ont réutilisé 2 livres différents, Fragmentum Mathematicum, comme on l'appelle, et un livre qui contenait, entre autres, un traité de Ptolémée. Donc ça, c'est déjà un indice que le nouveau texte, bon, il était dans un livre avec du Ptolémée, et l'usage, c'était quand même... on ne faisait pas des pots pourris, on faisait des volumes un peu cohérents. Ensuite, il y a des arguments linguistiques à nouveau. On en a vraiment un certain nombre. Je ne vais pas vous assommer avec les détails, mais des expressions, des tics de langage qu'on trouve très souvent chez Ptolémée, voire uniquement chez Ptolémée. Il y a 2 ou 3 tournures qu'on ne trouve que chez Ptolémée. On a des super bases de données qui contiennent tous les textes grecs où on peut rechercher, donc on peut vraiment être assez sûr de nous là-dessus. Et enfin, donc Ptolémée était très fier de son instrument, il nous en parle un peu ailleurs. On a ensuite des astronomes plus tardifs qui ont écrit des commentaires sur Ptolémée. Il semble avoir eu des informations assez précises sur cet instrument. Mais ce qui est vraiment... Donc là, vous avez une idée d'une page entière et de comment on essaye de tracer. C'est assez vieux, alors on a fait beaucoup de progrès depuis, mais vous avez par exemple ici un titre de chapitre. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer tel et tel angle. Et donc vous voyez que c'est un peu mise en page de manière un peu resserrée. Et ici, vous avez une grande lettre pour commencer la section, et puis ensuite en pleine page. Et vous avez la fin de la section avec des nouveaux tirets et un nouvel en-tête de chapitre. Et ce passage-là, c'est le passage qui est vraiment décisif pour dire qu'il s'agit de Ptolémée. Je vous le dis très rapidement. Il nous parle d'angles qui ont des noms très techniques, intraduisibles quasiment, katabatike et antiskios. Et il nous dit, on va mesurer... il nous parle de l'angle que nous avons dénommé katabatike. Et il nous parle de l'angle dénommé antiskios par les anciens. Donc il s'agit d'une... L'auteur de ce texte a changé la terminologie, comme on peut faire en sciences. Avant, on parlait, je ne sais pas, de... l'exemple qui me vient est idiot. Avant, on parlait de MST, maladie sexuellement transmissible, et apparemment, aujourd'hui, il faut dire plutôt IST pour infection sexuellement transmissible. Donc bon, on change un peu la terminologie. C'est idiot comme exemple, j'en ai pas trouvé d'autres sur le moment, mais ce qu'il y a, c'est que dans son traité de l'analème, qui est aussi conservé en latin, donc là c'est un passage qu'on a uniquement en latin, Ptolémée fait référence à précisément cette innovation terminologique que lui-même a introduite. Et là on sait que c'est de Ptolémée parce qu'on a le truc en entier. Donc c'est forcément la même personne parce qu'il a fait exactement le même changement terminologique qu'il revendique en changeant les noms des angles. Donc ça, c'est l'ensemble des arguments pour lesquels on croit qu'il s'agit de Ptolémée. Quelle est l'importance, disons maintenant, si on prend un peu de recul, l'importance de ce texte, c'est que ça nous montre vraiment, à nouveau, le travail très concret des astronomes. Vraiment, là, on voit leurs instruments, comment ils les manipulaient. On n'avait rien de tel jusqu'à présent. Et... par exemple, je crois que ça suggère quelque chose d'assez important. Vu qu'on ne retrouve pas les instruments, c'est important de savoir qu'il existait des textes. Et donc, je vais vous parler de quelque chose dont on parlait tout à l'heure avec Francesco, c'est le mécanisme d'anticitaire ou la machine d'anticitaire. C'est un système d'engrenage antique qui a été retrouvé dans une épave du 1er siècle avant notre ère, en mer Égée. Et donc, en fait, on a compris depuis quelques années qu'il s'agit d'une sorte d'ordinateur qui permet de prédire tous les mouvements des planètes et du Soleil et de la Lune, enfin, qui permet de faire des calculs astronomiques vraiment
incroyable. Là aussi, ça rejoint l'idée que quand même la science antique avait un niveau remarquable. Et en fait, bon, on a juste la chance d'avoir un exemplaire de cet objet. Mais on sait que, par exemple, Archimède, 200 ans avant, des sources disent qu'il avait inventé quelque chose d'un peu semblable, hein, une sorte de modèle de machine astronomique qui imitait tous les mouvements du ciel. Et donc, l'existence de modes d'emploi comme ça nous permet d'imaginer un peu que peut-être les grands astronomes rédigeaient ce genre de traités techniques, et ça permettait ensuite que leurs instruments soient reproduits à distance, dans l'espace et aussi dans le temps. Et que donc, plusieurs centaines d'années après, on pouvait continuer à produire des sphères armillaires de Ptolémée ou des machines d'Archimède grâce à ces traités techniques. Bon, je vous dis juste en un mot qu'on découvre aussi des textes qui ne sont pas astronomiques, heureusement. Et là, par exemple, c'est une découverte d'un texte philosophique qu'on a pu identifier à la bibliothèque de Vérone. Mais alors, comme je tiens vraiment à ce qu'on puisse aussi avoir à pouvoir répondre à vos questions ou à vos remarques, je passe très rapidement là-dessus. Voilà. Donc, en conclusion, juste quelques mots. Il y a une chose que vous aurez peut-être remarqué dans cette conférence, c'est que les textes dont je vous parle, ça, c'est le 6e ou le 7e siècle. Donc on a quand même 400 ou 500 ans d'écart avec Ptolémée. Donc ça vient, enfin si vous imaginez 400 ou 500 ans, ça vient très longtemps après la vie de l'auteur. La distance est encore plus grande pour le manuscrit du catalogue d'Hipparque, qui date du 6e siècle, par rapport à la période de la vie d'Hipparque. Ça, c'est vrai. Et donc, parfois, on a tendance à dire que, oui, est-ce qu'on est sûr, finalement, que ces astronomes, si on pousse vraiment la chose, est-ce qu'ils ont vraiment existé, ou est-ce que pourquoi on n'a pas des manuscrits qui datent de leur vie? Alors déjà, il faut savoir qu'on a quand même des papyrus. Par exemple, le plus ancien papyrus astronomique grec, qui date d'environ 300 avant notre ère, donc il date de bien avant Hipparque. Donc, on voit aussi qu'il y a des inscriptions qui datent sur des astronomes qui datent déjà du 4e siècle avant notre ère. Par exemple, il y a une inscription qui parle de l'astronome Calype de Cyzique, qu'on connaît un petit peu parce qu'il a fait des travaux sur le calendrier. Enfin, on sait quelque chose sur lui. Et on a son inscription funéraire, en fait. C'est un hasard. Mais donc on voit bien qu'elle date de son vivant, enfin juste après sa mort. Et donc on voit qu'il y avait des communautés d'astronomes pendant toute l'Antiquité. Donc les papyrus, on en a vraiment beaucoup. Certains sont contemporains d'Hipparque ou contemporains de Ptolémée. On a aussi les cadrans solaires, on a le mécanisme denticitaire dont on parlait. Donc, de ce point de vue, c'est pas si différent de l'astronomie chinoise qui j'ai l'impression, je connais pas, mais j'ai l'impression que les périodes chronologiques, donc je ne suis pas spécialiste de l'astronomie chinoise, mais les périodes chronologiques correspondent souvent. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que même si les manuscrits des œuvres les plus importantes sont souvent bien plus tardifs, on n'a pas à douter que, voilà, à l'époque d'Hipparque, il s'est passé telle et telle chose, à l'époque de Ptolémée, il s'est passé telle et telle chose. Ça, je pense que c'est important de le dire. Et puis bon, par ailleurs, d'un point de vue historique, ces histoires de savoir qui a trouvé quoi en premier,
en général, c'est quand même pas si important. Et on se rend compte de plus en plus que les savoirs circulaient entre les civilisations, et y compris sur des distances aussi longues que de la Méditerranée à la Chine. On voit, par exemple, que le cycle des 12 années, l'année du dragon et tout, on retrouve, donc qu'on associe au Nouvel An chinois et au calendrier chinois dans notre esprit aujourd'hui. En fait, on retrouve ça, par exemple, en Égypte dès l'Antiquité. Donc on voit que ça a voyagé. On trouve, à l'inverse, des traductions de poèmes astrologiques grecs en chinois à la fin de l'Antiquité, au Moyen-Âge. Et donc, parfois, je pense que ça, on va le comprendre à mesure qu'on avance aussi sur des études précises comme ça. C'était possible que des découvertes, finalement, aient lieu quasiment en simultané parce que les connaissances et les idées voyageaient plus rapidement qu'on ne le suppose. Alors, Hipparque est pour conclure avec Hipparque, c'est un exemple particulièrement clair, puisque on peut démontrer que dans ces modèles des mouvements de la Lune et du Soleil, par exemple, Hipparque utilisait des paramètres babyloniens qui avaient été donc calculés par les Babyloniens grâce à des siècles d'observation, et lui, il a repris ça tel quel. Et c'est comme ça que marche la science, en fait. Et même sur le catalogue d'étoiles d'Hipparque, je vous laisserai avec cette question, on est obligé de se demander quelles étaient ses sources à lui, parce qu'il en avait peut-être aussi. D'ailleurs, il arrive qu'on nous parle d'astronomes avant Hipparque qui ont fait des observations précises. Ils ne les ont pas fait de manière exhaustive en essayant d'observer toutes les étoiles, mais on sait qu'il y en avait chez les Grecs, et on sait aussi que les astronomes babyloniens, depuis des siècles, alors que bien avant les progrès de l'astronomie grecque, les Babyloniens avaient des programmes d'observation et de recherche astronomique suivis, soutenus par les rois d'Assyrie, soutenus par l'État. Donc, on peut se demander quelles étaient les sources d'Hipparque, et elles n'étaient pas forcément toutes grecques. Enfin là, on sort de ce qui est démontrable aujourd'hui. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on va pouvoir discuter un petit peu. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Victor. Alors qui se lance dans les questions? La première, toujours la plus difficile. Oui, Cédric. Bonsoir. 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 Vous disiez qu'en fait les parchemins étaient assez rares et que du coup on les réutilisait. Et pour les réutiliser, donc c'était quand même un traitement fort abrasif. Voilà. Donc ma question c'est quand on utilisait un parchemin vierge, après on le reprenait, on l'effaçait. Après combien de temps en fait on pouvait, jusqu'à combien de temps en fait on pouvait faire cette procédure de réécriture sur ce parchemin? Parce que je suppose qu'après un certain temps, le parchemin devenait dur, etc., et qu'on ne pouvait plus le réutiliser, quoi. Oui, c'est une bonne question. Il n'y avait pas vraiment de limite. Clairement, ils essayaient de choisir du parchemin qui était plutôt en bon état. Et c'est vrai que ça peut se dégrader vite du parchemin si on est dans un environnement humide et que c'est pas très, qu'on fait pas très attention. Mais par ailleurs, ça conserve quand même beaucoup plus longtemps que du papier. Et on a des livres de parchemin qui ont 1500 ans et on pourrait aujourd'hui, on se ferait tuer par les bibliothécaires, mais on pourrait essayer de les effacer. Donc, il n'y avait pas de limite comme ça. Et par ailleurs, on voit aussi que parfois, ils les réutilisaient presque immédiatement. Parce que, en fait, le critère, c'était de quoi on peut se passer, de quoi on n'a pas trop besoin. Excusez-moi, mais justement, c'est de là que vient ma deuxième question, c'est qu'en fait, le travail de Hipparque sur le parchemin, c'est quand même quelque chose qui lui a pris énormément d'efforts, de temps, etc.
Et c'est assez étonnant que sur un parchemin comme cela, on ait réécrit dessus. Oui. Ça montre que tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt et les mêmes priorités. Et dans ce monastère, à ce moment, il devait sembler très important d'avoir un exemplaire de l'échelle du paradis de Jean Climac. Il faut dire aussi que ce qui aujourd'hui pour nous est un manuscrit unique, ça devait être un type de livre qui était assez répandu, parce que ce poème avec le commentaire mythologique et les coordonnées extraites on voit qu'il a essaimé. On a des indices comme ça, des manuscrits qui suivent un peu le modèle, mais en général, ils ont justement sauté, ils ont ignoré les coordonnées d'étoiles. Et donc ça nous dit aussi que peut-être pour les lecteurs, c'était un peu rébarbatif et donc ça ne les intéressait plus. Puis il y a une dernière chose, c'est que en fait, quand Ptolémée a écrit l'Almageste, c'est devenu la référence. Et il a un peu éclipsé le catalogue d'étoiles d'Hipparque, ça il n'y a aucun doute, puisqu'il avait fait quelque chose qui tenait bien la route. Et ça, c'est une loi qu'on observe un peu dans l'histoire des textes scientifiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge, c'est qu'on en gardait un par sujet. Donc si on avait un bon manuel d'astronomie, ça ne servait à rien d'en avoir plusieurs. En ça, c'est différent de la littérature ou de la philosophie ou de la religion, où on pouvait conserver... là, on allait à l'essentiel. Donc oui, ça nous semble étonnant. Mais enfin, il y a aussi un dernier point qui est que nous, on a quand même cette idée qu'on est très attaché à la conservation du patrimoine. Je pense qu'on peut dire que peut-être nos sociétés le sont un peu plus que d'autres sociétés du passé, où finalement on se disait si ça ne marche plus, on le jette ou on le réutilise. Si ça ne nous sert plus à rien, on le jette ou on le réutilise. Et là, quand même, c'est un texte qui est difficile, qui est dans une langue qui n'était pas forcément la langue la plus accessible non plus pour cette communauté à cette période. Mais c'est des très bonnes questions, oui. Merci. Bonsoir. À voir un peu les photos que vous nous avez présentées, j'ai l'impression que les explications, les descriptions sont assez verbeuses et assez peu illustrées finalement quand on compare peut-être au codex de Léonard de Vinci et tout ça. Oui. Et je me demandais si c'était une caractéristique de l'époque ou de la réflexion des gens de l'époque. Alors ça, c'est une bonne question aussi. Mais par exemple, dans les manuscrits mathématiques, on a beaucoup de diagrammes, je dirais, en général. Dans les manuscrits de certains textes astronomiques, on a aussi beaucoup de diagrammes. C'est vrai que là, dans ce que je vous ai montré, on n'en a pas. En fait, pour le météoroscope de Ptolémée, on a trouvé un petit diagramme qu'on ne comprend pas très bien qui est vraiment écrit dans un coin de la page, donc c'est peut-être un ajout. Enfin, je ne dis pas que c'est peut-être un ajout, mais enfin c'est assez bizarre, et en tout cas c'est pas une illustration. Mais dans celui dont je vous parlais, qui était déjà mieux connu, le traité sur l'analème, là vous avez des diagrammes à toutes les pages. Donc ça dépend un peu. Et puis, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais le manuscrit astronomique, là, dans la partie du poème, il y a vraiment des illustrations pour chaque constellation. Elles sont d'ailleurs très belles. Donc, c'est vrai que si on compare avec Léonard de Vinci, lui, je pense qu'il y a quand même une particularité individuelle. C'était aussi un très, très grand artiste graphique. Enfin, c'est un euphémisme. Donc, évidemment, si on avait un scribe qui était en même temps un Léonard de Vinci, il n'aurait pas trop de mal à faire des diagrammes. Mais pour la plupart des êtres humains,
bien écrire comme ça, c'est déjà un sacré travail. Et enfin, dans les manuscrits, ce qu'on voit, c'est que souvent, il y a une division du travail d'ailleurs. Hein. Si on veut, on a un bon scribe et quelqu'un qui fait des belles miniatures, par exemple. Mais c'est 2 personnes. Et donc, voilà. Je dirais qu'il n'y a pas forcément une différence fondamentale culturelle, mais c'est une question de cas par cas. Ouais. Mais merci pour la question, c'est très intéressant. J'y avais jamais trop réfléchi. Bonjour. Je voudrais savoir quel type d'études on doit faire pour pouvoir arriver à lire tout ça et comprendre en plus les coordonnées physiques, d'astronomie, etc. Donc c'est pour moi 2 domaines différents. Oui. La lecture de texte, enfin, voilà, l'apprentissage de toutes ces langues qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir comprendre. Et puis à côté de ça, il y a la nécessité de connaître un minimum d'astronomie, de physique pour comprendre ce qu'on lit. Oui, oui, c'est vrai. Bon, l'étude des textes, c'est souvent ce qu'on appelle la philologie. Donc là, pour le latin et le grec, on parle parfois de philologie classique ou philologie grecque et latine. Il faut ajouter à ça que c'est une chose de lire un livre en grec, c'est pas toujours facile, mais lire le manuscrit, c'est un aspect supplémentaire. Donc c'est souvent ce qu'on appelle la paléographie et la codicologie. La paléographie, c'est plutôt l'étude des écritures anciennes, et la codicologie, c'est l'étude de comment les livres étaient fabriqués, enfin de leur matérialité, si vous voulez, pour aller vite. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie de votre question. Et ensuite, c'est vrai que quand on fait l'histoire des sciences dans l'Antiquité, c'est pas un enseignement qu'on trouve dans toutes les facultés, ça c'est sûr. Moi, je le déplore un peu, mais quand on voit des postes d'histoire des sciences, par exemple, en général, ça commence avec Newton, en gros. Et ce qui se passe avant, c'est-à-dire les sciences anciennes et médiévales, en gros, c'est vraiment un poste sur 100 ou un poste sur 1000. Donc ça, c'est en fait, c'est tout un état d'esprit, c'est civilisationnel. Hein. On pense qu'avant le XVIIe siècle, il n'y avait pas de science, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, bon, c'est vrai aussi que les questions, les méthodes, les réponses qui étaient apportées ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Si on lit par exemple les éléments d'Euclide, moi je l'ai déjà fait de lire ça avec des collègues qui sont mathématiciens, et une fois passé l'étrangeté, quand justement on peut franchir cette difficulté, ils disent mais c'est super intéressant, mais c'est des questions très différentes de celles qu'on se pose, mais qui sont également intéressantes. Et donc quel type d'études? Quand on a la chance de pouvoir apprendre de spécialistes, c'est l'idéal. Hein. Donc, il y a une très vénérable tradition à l'université de Louvain-la-Neuve, et anciennement, qui remonte au début du XXe siècle, sur l'histoire de l'astronomie ancienne. Donc là, c'est pas trop loin encore. Donc vous avez plutôt de la chance. Si on veut, et puis sinon, on apprend aussi un peu sur le tas, quoi. Hein. On s'infiltre dans un amphi d'astro ou de maths, et puis on lit des livres et on apprend un peu sur le tas. Une question bien moins sérieuse et beaucoup plus pragmatique. La réutilisation d'un support, j'imagine que ça fragilise énormément le document. Est-ce que vous avez connaissance de documents qui ont 3, 4, 5 utilisations? Pas forcément astronomiques ou scientifiques, mais est-ce que ça existe?
et jusqu'où ça peut aller. Oui, merci. Ça me permettra aussi de revenir sur la question de la fragilité. Mais la réponse, c'est oui. Des palimpsestes, alors c'est ce qu'on appelle, on utilise le terme latin bis rescriptus, donc ils ont été réécrits 2 fois. Ça, ça arrive souvent. Personnellement, j'ai lu des références à des palimpsestes qui sont réécrits 3 ou 4 fois. Je les ai jamais vus et donc j'ai tendance à ne croire que ce que je vois. Donc je ne peux pas me prononcer. Mais bon, alors ça peut être dû au hasard. Ça peut aussi être dû à des circonstances particulières, un format par exemple un format très grand, ou bien un parchemin qui, malgré une première réutilisation, était d'une très grande qualité, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a des différences de qualité en fonction de la bête et aussi en fonction du travail de préparation initiale du parchemin, ce qu'on appelle par exemple du velin. Aujourd'hui, on parle de papier velin, mais à la base, c'est un type de parchemin fait avec du veau. Et ça, c'était un peu le must de la qualité. Et si on arrive à le faire très très fin, mais alors ceux-là sont assez difficiles. Voilà, ils sont justement plus fragiles par leur finesse. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette fragilité, elle est accrue donc par les traitements chimiques. Donc ça, c'est un autre problème. Et je voulais quand même souligner que c'est assez nouveau, la possibilité, qu'on ait pu prouver que l'imagerie multispectrale marche sur ces palimpsestes traités chimiquement. Donc ça, je tiens quand même à le souligner. Cette découverte-là, c'est sans doute une des premières. Personnellement, j'en connaissais pas d'autres qui a vraiment donné un résultat sur un palimpseste traité chimiquement. Et donc ça ouvre des possibilités de conservation des manuscrits qui sont aujourd'hui les plus fragiles. Enfin, c'est parmi les trucs les plus urgents du monde en termes de manuscrits. Et d'autant plus que, évidemment, les chercheurs du 19e siècle, ils se sont concentrés sur ce qu'il y avait de plus intéressant. Donc en fait, ils ont fait le tour de toutes les bibliothèques d'Europe, et quand ils trouvaient quelque chose d'intéressant, là, ils ont badigeonné. Et donc, oui, quand même, dans ce que je vous montrais là, tout à la fin, je suis passé un peu vite, mais là, vous voyez, c'est complètement noir. Et donc, on est assez content du résultat avec toute l'équipe internationale. C'est un résultat très collaboratif. On est assez content du résultat d'arriver à lire vraiment quelque chose qui est complètement noirci, parce qu'ils ont mis 2 ou 3 ou 4 couches de produits chimiques au fil des décennies. Donc ça ouvre vraiment des perspectives. Dans à peu près toutes les bibliothèques d'Europe, il y a des manuscrits qui sont concernés par cette avancée récente. Merci pour la question. On revient un peu à l'astronomie. Moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est lors de la première traduction, on parle de situation d'étoiles par rapport à d'autres objets, et puis on parle du pôle Nord. Mm-hmm. Ils connaissaient le pôle Nord du temps d'Hipparque? Alors la réponse, oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire, si votre question c'est est-ce que des êtres humains sont allés sur le pôle Nord du globe terrestre, là la réponse est non. Enfin, en tout cas, certainement pas des Grecs de l'époque d'Hipparque. Mais ce qu'on appelle un pôle Nord, c'est en fait c'est purement géométrique. C'est-à-dire qu'on a l'équateur, et puis si on trace la perpendiculaire qui passe par le centre de l'équateur, elle va couper la sphère au pôle Nord et au pôle Sud. Et donc c'est uniquement en ce sens qu'il parle du pôle Nord, c'est-à-dire c'est le point de la sphère qui sera à 90 degrés de l'équateur dans toutes les directions. Enfin, on peut le décrire comme ça. Non, alors c'est intéressant.
sur la géographie, on sait beaucoup de choses sur la manière dont il s'imaginait le globe terrestre. Et donc l'idée qu'il y a un cercle arctique, ça c'est une idée qui vient de l'Antiquité. Et donc ils imaginaient qu'il y avait une zone qui était inhabitable au nord du cercle arctique et une zone qui était inhabitable aussi autour de l'équateur. Et qu'en gros, il y avait 2 bandes habitables de chaque côté de l'équateur. Mais si on va trop près de l'équateur, ça devient torride, comme il disait, donc là, il fait trop chaud. Et vers les pôles, ils imaginaient qu'il fait trop froid. Et une dernière chose, du temps des parchemins, ils ne connaissaient pas le recto verso. Ils n'écrivaient pas des 2 côtés, ou bien il y avait une face qui était difficilement à l'écriture et l'autre qui était traitée pour l'être. Si. Alors là, c'est une impression trompeuse des images que je vous ai montrées, mais généralement, on écrivait en recto, verso. Alors, je voulais revenir au tout début. Si vous retourniez ça, ce serait à peu près la même chose. Hein. Enfin, vous auriez du texte. Non. En général, on écrivait. En revanche, sur les papyrus, plus souvent, on écrivait sur une seule face. Notamment parce qu'on les roulait et que donc, ce qui restait à l'extérieur était exposé à des dégâts. Mais globalement, et le parchemin étant très précieux, on utilisait le plus possible. Ouais. Voilà, je pense qu'on pourrait continuer longtemps, mais on va arrêter pour ici. Victor, un immense merci. C'est vraiment un sujet extraordinaire. Je pense qu'on se reverra. Merci à toutes et à tous. Et donc, je retiens ce que tu disais, 500 pages qui prennent un temps dingue, et 500 pages, c'est rien par rapport à l'immensité de ce qui nous attend encore à étudier. Oui. Donc voilà, bon boulot. Merci beaucoup. Merci.